Bien, bonjour à tous, on commence. Je m'appelle Johan Dranic, je suis un des chefs de clinique du service de gastro à Cochin. Je remplace un peu au pied levé le professeur Chaussade. Donc, il m'a demandé de faire ce cours ce matin. Donc, il traite de la sémiologie du tube digestif. Le tube digestif, principalement en s'intéressant à l'intestin grêle, au côlon et au rectum. On ne traitera pas là de l'estomac ni de l'œsophage. Donc cette sémiologie, je ne sais pas si vous avez déjà eu des ébauches de la physiopathologie intestinale. Vous avez déjà eu des cours sur ça ou pas? Ouais, d'accord. Ça devrait vous parler un peu. Donc l'intestin grêle, c'est un tube, hein, c'est le petit intestin. Il fait 3 à 5 mètres. Il comprend différentes parties. Le jéjunum, donc dans sa portion proximale, juste à la sortie hein, donc de l'estomac, après le pylore. Donc le jéjunum, ce qu'on appelle le duodénum, puis le jéjunum. Donc dans sa partie duodénale, on peut la diviser en 4 portions, hein, donc D1, D2, D3 et D4. Puis après l'angle de traite qui va nous donner le jéjunum, puis après l'iléon dans la partie terminale, avant l'abouchement, donc dans le côlon, au niveau de la valvule de Bowen. Donc le rôle de l'intestin grêle, c'est quoi? Donc c'est d'absorber les nutriments, premièrement. Hein, si vous avez un grêle court ou l'absence de grêle, hein, c'est pas viable. On n'absorbe pas les nutriments, on n'absorbe pas les vitamines, on n'absorbe pas une partie de l'eau hein, et on a des difficultés du coup pour survivre. Donc il y a un rôle moteur également, hein, il y a un péristaltisme qui est médié en fait par le système autonome. Et l'intestin grêle va se contracter de manière péristaltique pour faire avancer le bol alimentaire déjà en partie digéré. Et donc là, on va traiter donc, des différentes explorations donc, nécessaires pour l'étudier et dépister d'éventuelles pathologies de cet intestin grêle. Donc des explorations morphologiques comme le scanner ou l'entéroscopie, et ensuite donc, les biopsies, l'histologie, et après des explorations fonctionnelles pour rechercher par exemple des troubles moteurs. Donc les signes cliniques, comment on peut détecter une pathologie de l'intestin grêle? Donc il y a le syndrome occlusif du grêle. Hein, donc le syndrome occlusif du grêle, c'est sur des sténoses principalement, des tumeurs. Comment ça se manifeste? C'est assez simple. Hein, on bouche l'intestin, donc tout le contenu gastrique et grêlique s'accumule. Et au bout d'un moment, il faut bien que ça ressorte par quelque part. Donc ça ressort par en haut en général. Donc c'est des vomissements aigus. S'y associe donc une distension du grêle en amont de l'obstacle, et donc cette distension va entraîner des douleurs. Donc on a des douleurs abdominales, et comme il n'y a plus de matière donc, qui passe après l'obstacle, on a un arrêt des matières et des gaz. Okay, donc le meilleur examen pour diagnostiquer une occlusion sur une sténose, une tumeur du grêle par exemple, c'est le scanner injecté. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Donc il y a l'anémie par carence en fer, donc sur des ulcérations par exemple du grêle, l'hémorragie digestive basse qui se manifestera par des rectorragies, éventuellement du méléna, hein, ce sont les selles noires liées à du sang digéré, donc ça signe un saignement d'amont hein, dans le grêle ou dans l'estomac. Et après on peut avoir des syndromes de malabsorption dès qu'on a une pathologie donc, de la muqueuse du grêle ou dès qu'on a un segment de grêle en moins, donc un grêle court. Là on peut avoir donc une malabsorption qui se manifeste par des diarrhées, un syndrome carentiel et des signes non spécifiques, donc des douleurs abdominales pour toutes les autres pathologies du grêle, toutes les autres entérites. Ça va jusque-là? Ouais. Bon. Donc comment on l'explore? Différents examens. Le premier examen qui va nous permettre essentiellement d'accéder au grêle proximal, c'est-à-dire au duodénum, c'est la fibroscopie. Hein, donc après, on est bloqué hein, techniquement parce que le tube n'est pas assez long pour aller plus loin. Donc la fibroscopie, c'est en vision directe, on descend dans l'œsophage, dans l'estomac, on passe le pylore et on arrive là au niveau du bulbe et dans le duodénum, le deuxième duodénum, hein, là où ça bouche les canaux pancréatiques et biliaires au niveau de la papille. Donc ça, c'est la fibroscopie. La coloscopie avec iléoscopie, c'est le même principe sauf qu'on passe par en bas, on remonte tout le côlon, puis on cathétérise l'orifice valvulaire pour remonter dans l'iléon terminal. On peut faire également des biopsies avec la coloscopie. On a le transit du grêle, où là c'est un examen morphologique mais radiologique. Donc on fait tout simplement boire au patient un produit radio-opaque
produit radio-opaque, donc qui va venir descendre dans le grêle, et on va faire ensuite des clichés de radiologie, et on va voir s'il y a un obstacle ou pas, une accumulation du produit, ou si le produit se répartit de façon homogène dans tout le grêle. L'entéroscopie, une autre technique d'endoscopie, c'est l'équivalent de la fibroscopie, mais avec un tube beaucoup plus long, et avec des petits ballons au bout du tube, ce qui va nous permettre d'avancer beaucoup plus loin dans le grêle. On va voir ensuite le principe. Vous avez la vidéocapsule. Donc la vidéocapsule, c'est une petite capsule de la taille d'un gros médicament, d'une grosse gélule d'augmentin. Ça fait à peu près 1 cm. Donc il y a une petite batterie, une micro-caméra, et le patient avale la capsule. Ça va filmer son intérieur à raison de 2 images secondes. Et avec un boîtier externe, on recueille les images. Et après, on peut faire une lecture de l'ensemble du grêle. Donc on peut rechercher comme ça des ulcérations, des érosions, une tumeur. Voilà. Le grand inconvénient de cette technique, ça permet de ne faire que des images. On ne peut pas faire de prélèvement, on ne peut pas faire de biopsie. Donc voilà, c'est essentiellement un examen de dépistage. Après, si on veut confirmer une maladie, comme une tumeur, on sera obligé d'avoir des techniques un petit peu plus invasives, que ce soit par voie endoscopique ou chirurgicale à ce moment-là. Et enfin, donc, vous avez le scanner. Donc le scanner, tout le monde connaît. Il faut toujours, à l'étage abdominal, le faire injecter. Un scanner abdominal non injecté, c'est peu contributif, hormis pour faire juste le diagnostic d'occlusion. Mais sinon, ça ne vous permet pas de voir de souffrance digestive, d'inflammation digestive, ni de métastases. Donc il faut à chaque fois l'injecter. Il y a l'entéroscanner, qui est un type de scanner un peu particulier, où là on fait boire au patient de l'eau, beaucoup d'eau, pour remplir tout le grêle, et on augmente le contraste. Donc ça permet aux radiologues de mieux dépister des pathologies du grêle. Et enfin l'IRM et l'entéro-IRM, un peu sur le même principe que le scanner. Ça va jusque-là? Ok. Donc la fibro, elle va vous permettre de faire des biopsies. Elle va vous permettre donc déjà de voir, donc elle a un visée diagnostique, elle peut être à visée pronostique pour dépister des lésions, par exemple, je ne sais pas moi, un ulcère, une tumeur, une gastrite, et elle va être est possiblement aussi utile en thérapeutique pour arrêter un saignement. Donc, pour rechercher une pathologie du grêle, qu'est-ce qu'on fait? On fait des biopsies dans le duodénum d'odénum, là où on peut aller au maximum avec la fibro. Et ces biopsies duodénales vont nous donner des informations donc sur l'aspect de la muqueuse du grêle en histologie et nous permettent de dépister certaines pathologies. Donc, au niveau du grêle proximal, une des principales pathologies très fréquentes qu'on retrouve dans nos sociétés occidentales, c'est la maladie cœliaque. Donc, la maladie cœliaque, c'est une intolérance au gluten avec une hyperactivation donc, du système immunitaire au gluten qui va entraîner une inflammation chronique de cette muqueuse. Et cette inflammation chronique de cette muqueuse va aboutir à terme vers de l'atrophie des villosités du grêle. Et cette atrophie entraîner des malabsorptions, des diarrhées et des syndromes carentiels. On va manquer de vitamines, de fer et autres. Donc les biopsies duodénales, on les fait systématiquement en fibroscopie. Quand on nous envoie un malade pour une fibro, on va les faire systématiquement en cas de diarrhée, puisque pour dépister une maladie cœliaque, en cas de syndrome carentiel, en cas d'anémie. Donc c'est des causes qui doivent nous faire pratiquer de façon systématique des biopsies duodénales en plus des biopsies gastriques. Donc la principale cause d'atrophie villositaire, que ce soit macroscopiquement ou microscopiquement en histologie, c'est la maladie cœliaque. Donc là, vous avez sur la photo un aspect de maladie cœliaque avec une muqueuse où on voit à peine les villosités, elle apparaît lisse. Tout en haut, vous pouvez voir l'orifice papillaire, la petite dépression en haut à droite. C'est l'abouchement des canaux biliopancréatiques dans le deuxième duodénum.
Voilà, donc en plus de la papille, vous voyez sur le côté un aspect un peu crénelé. On ne voit plus vraiment les villosités. Elles apparaissent atrophiées. Donc ça, c'est typique d'une maladie cœliaque avec cet aspect un petit peu blanchâtre de la muqueuse duodénale. Là encore, d'autres photos. On ne voit pas du tout les villosités. Vous voyez, la muqueuse est toute lisse. Donc là, il n'y a pas vraiment de doute. C'est une maladie cœliaque sévère hein, et ce malade est très certainement symptomatique sur le plan biologique et clinique. Donc qu'est-ce que la maladie cœliaque? Un peu plus en détail sur l'histologie. Donc c'est une entéropathie, c'est-à-dire une maladie du grêle, hein, donc une entérite. Les facteurs qui le favorisent, ben, c'est le gluten qu'on retrouve dans quasiment toute notre alimentation. Hein, dans le seigle, le blé, l'orge, tout ça, il y a du gluten, donc dans les pâtes, pommes de terre, etc. Il y a des facteurs génétiques qui prédisposent à cette intolérance au gluten, dans notamment le typage HLA. Donc les patients qui sont HLA DQ2 8 ont un surrisque donc, de développer une maladie cœliaque. Donc, cette intolérance induit une inflammation chronique. L'inflammation chronique entraîne la perte des villosités. À gauche, vous avez des villosités normales en histologie et à droite, un tarissement avec un infiltrat. Vous voyez plein de petites cellules noires entre les cryptes, entre l'hypertrophie des cryptes que l'on voit. On a un pointeur ou pas? Avec la souris? Non. Ça ne marche pas. Si. Alors, là, vous voyez donc, les villosités ici, avec les cryptes qui sont ici, alors que là, vous n'avez plus de villosité en surface. Hein, donc, c'est complètement atrophié, complètement lisse. Par contre, vous avez les cryptes que vous voyez ici, donc une muqueuse glandulaire. Hein, donc, c'est des cryptes glandulaires qui sécrètent du mucus. Qui là sont hypertrophiés, allongés et en plus entourés de plein de petites cellules comme ça, basophiles, qui correspondent en fait à plein d'infiltrats lymphoplasmocytaires donc dans la basale. Et donc tous ces petits lymphocytes et ces plasmocytes hein, donc, sont en rapport avec l'inflammation. Hein, donc c'est un recrutement de cellules inflammatoires dans la muqueuse duodénale, donc responsable de la maladie cœliaque. Donc, un autre examen morphologique, donc le transit du grêle. Donc, je vous en ai expliqué un petit peu le principe tout à l'heure. On fait boire au patient un produit radio-opaque et on surveille à différents temps l'évolution de ce produit radio-opaque dans l'ensemble du grêle. Ça permet de dépister des sténoses, de voir éventuellement des cancers. C'est d'utilisation rare maintenant, où on préfère les entéroscanners et les entéro-IRM, qui sont plus spécifiques, plus sensibles et moins difficiles à réaliser, parce qu'un transit du grêle, le malade doit rester un certain temps, vous devez lui faire des clichés à des temps différents, il y en a au moins pour 3-4 heures d'examen, c'est pas terrible, c'est pas pratique, et la rentabilité est pas très bonne. Donc, sachez juste que ça existe, mais c'est plus fait en pratique maintenant. La vidéocapsule, je vous en parlais tout à l'heure. Donc c'est une petite, comme une grosse gélule hein, donc de médicaments. Ça fait à peu près 10 mm. Il y a une partie à gauche, en haut, vous voyez, donc c'est la caméra. Et à droite, vous avez donc ce qui va stocker les images, les transmettre et la batterie. Et donc cette petite vidéocapsule va transmettre les images au boîtier externe que vous voyez donc là sur le malade. Donc